Thank you so much. Thank you so much, Madam Kwatha. Thank you so much, Mr. Thierry Badou. Thank you so much, Dr. Antoine. Thank you so much, Mr. Yannick. Thank you so much, Mr. Yannick, and thank you very much, Madam Evelyn, for facilitating that panel discussion on ESG principles and sustainable value creation. Thank you. So we're going to move straight to our next panel discussion, which is going to be the last for today, but not the least, because every discussion today has been one that actually helps to educate us and to help build a better Africa for tomorrow and for our future generation. Merci à tous. Alors, donc, je suis Khady Evelyne Denise Ndiaye, je suis la directrice du secteur privé au niveau de la commission de l'UEMOA. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole donc, dans le cadre de ce forum. Donc les organisateurs m'ont fait l'insigne honneur de me prendre comme modératrice de ce panel de haut niveau. Et donc je les en remercie. Donc ceci étant dit, je vous propose de démarrer sans plus tarder ce panel qui portera sur le thème « Impact économique du capital risque et du capital investissement ». Nous le savons tous, le capital risque et le capital investissement jouent un rôle crucial dans l'économie en finançant et en soutenant le développement de nouvelles entreprises ainsi que la croissance des entreprises existantes. Je vais vous faire l'économie de vous définir ce que c'est, parce que je vois que nous avons un public très aguerri en matière donc, de finances. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour plonger au cœur de ces deux mécanismes qui ont profondément remodélé le paysage économique mondial. Le capital risque et le capital investissement peuvent être considérés comme des moteurs puissants qui alimentent l'innovation, propulsent la croissance des entreprises et façonnent l'économie de demain. Ces formes d'investissement sont le moteur des entreprises émergentes, leur fournissant bien plus que de l'argent. Elles leur offrent un soutien stratégique, des conseils précieux et un accès à des réseaux étendus qui peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir explorer ces nuances avec nos panélistes experts, des directeurs généraux de structures bien connues, qui apporteront leur perspective unique sur ce sujet crucial. Nous discuterons des succès inspirants, de défis persistants et des implications plus larges pour l'économie mondiale. J'espère que cette discussion sera non seulement informative, mais également inspirante, car nous explorerons ensemble les possibilités infinies que ces formes d'investissement offrent à nos sociétés. Donc, permettez-moi de vous présenter nos trois panélistes experts, dont les connaissances et des idées enrichiront notre conversation. Il s'agit donc de M. Augustin Kouassi-Apete. M. Augustin Kouassi-Apete est le directeur général de la CDC CI Capital, une filiale de la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire. Il a pour mission, sa structure a pour mission d'investir dans les capitaux propres des entreprises ivoiriennes à fort potentiel et a pour objectif d'améliorer l'accès au financement des entreprises ivoiriennes et de favoriser leur croissance à long terme. Avant de rejoindre CDC-CI Capital, Augustin Kouassi-Apete était vice-président en charge de la stratégie et des investissements en Afrique de l'Ouest du groupe Olam, donc un des leaders mondiaux dans l'agro-industrie. Chez Olam, Augustin a réalisé des opérations d'acquisition et de cession pour plus d'une centaine de millions de dollars US en Afrique de l'Ouest et centrale. Il a également été chargé d'investissement au sein de la SFI et a dirigé des opérations de financement de projets dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services financiers. Il a également été analyste financier senior pour United Technology Corporation aux États-Unis, après avoir débuté sa carrière professionnelle en Côte d'Ivoire en qualité donc d'auditeur chez PricewaterhouseCoopers. Je pense que ça fait déjà. Je pense qu'on peut applaudir pour ce beau parcours. Et donc, je vais finir en disant que vous êtes titulaire d'un MBA donc de Darden School of Business de University of Virginia, aux États-Unis. Ensuite, nous avons M. Patrick Ngonko Mambou, qui est une
ressources ayant une grande expérience dans le domaine bancaire en République démocratique du Congo. Il est économiste professionnel, il a débuté sa carrière en 2008 à Procrédit Banque Congo en tant qu'agent de crédit et a très rapidement occupé le poste de spécialiste MPME au département de crédit puis chef de département de crédit. Il a rejoint la Bank of Africa RDC en 2013 au titre de chef de département PME, la Standard Bank RDC en 2016 comme Head of Credit Retail et a rejoint finalement le FPMSA en 2019 comme directeur général adjoint, puis en 2023 comme directeur général. Il a un master en finance, banque, assurance et il possède également des certifications internationales en stratégie, risque, compétences techniques et ressources humaines. Je pense qu'on peut applaudir pour ce débat. Notre troisième panéliste est M. Amadou Bakayoko, qui est le directeur général de la CIE et de la SODECI depuis mai 2019. M. Bakayoko est également président du conseil d'administration de Smart Energy. Il est diplômé de l'École polytechnique de Paris, de l'École nationale supérieure des télécoms. Et auparavant, M. Amadou Bakayoko a travaillé de 2012 à 2019 à la RTI en tant que directeur général adjoint, puis directeur général de mai 2013 à 2019. M. Bakayoko a commencé sa carrière dans un fonds d'investissement aux États-Unis avant de travailler successivement en France, chez Capgemini, puis chez Canal+. Merci de vos applaudissements. Messieurs les panélistes, chers DG, donc compte tenu du temps qui nous est imparti, et je sais qu'on est dans le mois de Ramadan, et le carême également, je vais vous donner 10 minutes comme temps de parole. Je pense que c'est un bon compromis. Et je vais donner la parole à notre hôte, parce que moi je suis sénégalaise mais je me sens ivoirienne. Hein. Donc on va donner la parole à notre hôte qui vient du Congo. Et donc Patrick, j'aimerais que vous puissiez nous dire au niveau de FPMSA et de ASBL, vous allez nous expliquer un peu ces structures, qu'est-ce qu'elles sont, et nous indiquer quels sont les instruments que vous utilisez pour apporter de l'innovation ou créer de l'impact dans la transformation économique. Ok, merci beaucoup. Je crois que, comme vous l'avez dit, les FPM, c'est les Fonds pour l'inclusion financière en RDC. C'est un programme qui a été mis en place par les PNUD en 2007. Et c'est en 2010 qu'on a créé la première structure, qui est les FPM-ASBEL. Ces véhicules offrent l'assistance technique aux banques, aux institutions de microfinance et aux coopératives d'épargne et de crédit. En 2014, suite au développement des besoins du secteur financier en RDC, on a créé une société financière, un fonds d'investissement, les FPMSA, donc Société anonyme agréée par la Banque centrale, avec 4 actionnaires. Le gouvernement allemand, représenté par la KfW, qui est la Banque de développement, et le gouvernement belge, représenté par Bio, la société d'investissement, et puis le gouvernement hollandais, représenté par Cordel des Pays-Bas, et puis une coopérative belge, Incofin Civiso. Ce sont ces 4 actionnaires qui ont créé l'FPM-SA, mais le FPM-ASBEL étant une ONG qui a précédé l'FPM-SA, travaille beaucoup plus avec les fonds du gouvernement allemand, la Banque mondiale, la BAD, ainsi que les autres organes des Nations Unies. Donc, je suis le directeur général de ces 2 institutions. Nous avons pratiquement près de 200 millions de dollars de fonds sous gestion, sous forme de fonds de garantie, et 120 millions de dollars sous forme de lignes de financement au profit des institutions financières en RDC. Quel est notre impact? Ce qui est important pour nous, en tant que société financière, nous offrons des lignes de financement aux banques IMF et COPEC pour soutenir la croissance des activités des petites et moyennes entreprises.
Et notre définition de la PME en termes d'exposition des crédits, c'est jusqu'à 1 million de dollars. Et afin d'accroître l'appétit des institutions financières à travailler avec ces catégories d'entreprises, nous offrons le fonds de garantie comme couverture, avec des quantités de couverture allant jusqu'à 80%. Et il y a l'assistance technique que nous déployons à deux niveaux. Au niveau des institutions financières, les banques, les IMF et COPEC, pour les accompagner à améliorer leurs outils de gouvernance et les outils d'analyse des crédits, mais aussi les recouvrements. Et au niveau des bénéficiaires finaux, qui sont les MPM et les personnes à faible revenu, on vient aussi avec l'assistance technique pour améliorer les taux d'inclusion financière, oui, mais aussi tout ce qui est éducation financière. On travaille activement avec la Fondation Visa qui met à notre disposition des lignes de financement. Pour plus d'impact, on crée donc un noyau des entreprises en RDC touchant des secteurs bien précis, notamment l'agriculture, où nous mettons à la disposition des institutions financières des lignes de refinancement, les mécanismes de partage des risques, l'assistance technique au niveau des institutions et au niveau des bénéficiaires finaux. Du coup, ça permet au FPM, les deux véhicules, d'avoir une offre holistique qui rencontre les besoins des entrepreneurs, mais aussi des institutions financières. On développe aussi un portefeuille de crédits verts, tout ce qui est climate finance, énergie renouvelable, pour améliorer les taux d'électrification dans les milieux ruraux et aussi inciter les entreprises de production à avoir des sources d'énergie beaucoup plus permanentes afin de mieux fonctionner. On incite aussi les institutions financières à avoir un regard beaucoup plus poussé sur toutes les questions liées à l'accès au financement des femmes, des jeunes, des start-up, en venant avec des offres telles que j'ai à les décrire. Mais aussi dans un pays comme la RDC, qui a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, je dis toujours aux entrepreneurs qu'on a de l'opportunité d'aller dans tous les pays, dans toutes les provinces, déposer ses valises et faire du business. Parce que quand on met la carte de la RDC superposée à celle de l'Europe, vous allez constater que notre capitale qui est Kinshasa va tomber à Londres et notre province phare, le Katanga, où on produit les minéraux, va tomber à Moscou. Et entre Londres et Moscou, vous avez toute l'Europe. C'est pour dire qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Et nous jouons dans cet environnement pour assister les institutions financières à offrir beaucoup plus de financement. Et en termes d'appui, ces appuis financiers, on offre ça sous forme de dettes subordonnées pour soutenir la solvabilité des institutions financières afin de leur donner beaucoup plus de leviers pour accorder des crédits significatifs répondant aux besoins holistiques des MPM. Il y a aussi la dette senior pour soutenir tout ce qui est besoin de liquidité. En RDC, l'environnement est dollarisé. Et 99% des actifs des institutions financières sont en dollars. Ce qui veut dire qu'il faut aller lever ces fonds à l'international. Or, les institutions de microfinance et certaines banques ne remplissent pas toujours les conditions pour accéder au financement à l'international. Et c'est ça notre rôle, c'est ça le rôle d'IFPM. On lève les fonds à l'international, on vient déployer ça en RDC et on les accompagne afin de remplir les critères exigés par les bailleurs de fonds internationaux pour vraiment jouer ce rôle de catalyseur. Donc voilà notre rôle et notre impact. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en RDC,
l'entreprise que je gère, c'est le seul fonds d'investissement. Les besoins sont énormes, et vu la taille du pays, vu aussi le nombre, la population active qui est là. Et pour nous, en étant dans ces forums, c'est l'occasion pour nous aussi de voir les instruments des autres pays, parce que l'idée pour les FPM, c'est d'étendre ça aussi en dehors de la RDC. Et là, il y a des fonds que nous allons lever pour soutenir des activités aussi au niveau des zones de la CEMAC, vu que certains fonds que nous gérons au sein du FPM sont des fonds de la coopération entre l'État congolais et les autres pays. Voilà un peu en termes d'instruments que nous déployons au niveau du FPM pour soutenir indirectement les entreprises et directement les intermédiaires financiers. Merci. Merci Patrick pour ce partage d'expérience. Donc on retiendra 3 instruments clés: la dette subordonnée, la dette senior et les fonds de garantie. Que vous fournissez aux institutions d'intermédiation financière qui à leur tour offrent des crédits donc aux MPME. Et si je comprends bien, vous faites également de l'assistance technique pour un meilleur accompagnement ainsi que l'éducation financière. Merci pour ce partage d'expérience très intéressant. Je vais poursuivre avec vous en vous demandant quel est selon vous le modèle de gouvernance à mettre en place pour les fonds d'investissement dans les pays en voie de développement pour plus de création de richesses économiques. Ok, c'est une très bonne question. Parce que la plupart des fonds d'investissement qu'on trouve dans les pays en voie de développement sont des entreprises créées avec des capitaux étrangers. Et dans nos pays, il y a des cadres de gouvernance. Il y a la Banque centrale, il y a des banques centrales des sous-régions qui fixent aussi des cadres. Et ces investisseurs, dans la plupart des cas, ont des instruments similaires dans leur pays qui ne sont pas rattachés à une autorité de tutelle. Comme pour le cas de la RDC, pour être un fonds d'investissement, il faut être agréé par la Banque centrale et qui impose aussi les instructions liées à la gouvernance, les normes prudentielles. Et il y a des coûts derrière pour implémenter ces dispositifs de gouvernance. Or, les institutions financières spécialisées ne dégagent pas assez de marge comparé aux banques qui traitent directement avec des bénéficiaires finaux, vu que les fonds d'investissement jouent un rôle d'intermédiation entre les bailleurs de fonds ainsi que les autres établissements de crédit. Il faut donc, pour moi, vu le peu d'expérience que j'ai, adapter les systèmes de gouvernance. Les fonds d'investissement ne collectent pas l'épargne du public en grande partie en tout cas, surtout pour le cas du FPM que je gère. Oui, il faut mettre en place des comités spécialisés au sein du conseil d'administration pour s'assurer de son fonctionnement. Oui, il y a les normes baloises qu'il faut implémenter, mais il y a cette dimension d'adapter les cadres de gouvernance à la taille de l'entreprise. Et pour les fonds d'investissement, il faut toujours écouter aussi les bailleurs de fonds qui viennent avec des capitaux frais pour investir dans nos pays, parce qu'à la fin, ça profite aux entreprises basées. Voilà. Parce que dans la plupart des cas, il y a une forte tension des fois où les bailleurs de fonds n'activent pas certaines lignes parce qu'il y a tel point lié à la réglementation et que les bailleurs de fonds ne trouvent pas opportun, vu que ce sont des fonds mobilisés à l'étranger pour soutenir des projets de développement. Donc il faut un cadre de gouvernance adapté qui tient compte, oui, des réalités du pays, mais aussi la volonté des bailleurs de fonds, parce que comme je dis toujours, la personne qui dépose l'argent sur la table choisit les morceaux de musique qu'il faut jouer. Ça, c'est très important, de peur que
ces bailleurs de fonds se désolidarisent de nos pays et il n'y aura plus d'impact significatif au niveau des entreprises, vu que les capitaux recherchés en grande partie proviennent de l'extérieur. Merci. Merci bien, Patrick. On retiendra effectivement qu'il faut donc un modèle de gouvernance robuste, adapté, c'est essentiel, et ainsi qu'un cadre réglementaire adéquat. On va sans plus tarder donc revenir en Côte d'Ivoire avec notre cher Augustin. Augustin, quel est le rôle de CDC Capital Côte d'Ivoire dans le financement des startups et des PME à fort potentiel de croissance? Je vous remercie. Donc, je vais commencer par présenter CDC Capital et expliquer quel est le rôle que nous souhaitons avoir dans le financement de l'économie. Donc, CDC Capital est une filiale de la Caisse des dépôts et nous commençons nos activités avec un financement de la Banque mondiale de 110 millions de dollars, à peu près 38 milliards de francs CFA, dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale de transformation économique qui s'appelle le P7. D'accord ? Nous sommes un fonds généraliste. Nous finançons tous les secteurs d'activité, sauf le secteur financier et l'immobilier. Nos produits sont les fonds propres et les quasi-fonds propres. Nous investissons en tant qu'actionnaire minoritaire. Nous n'avons pas de vocation à être majoritaire. Nous sommes un fonds qui a été créé pour accompagner les entreprises dans leur développement. Nous avons aussi été créés pour adresser les gaps de marché. Il y a aujourd'hui une vingtaine de fonds d'investissement en Côte d'Ivoire. La plupart financent des investissements après 5 millions de dollars, 3 milliards de francs CFA en minoritaire. Il y a quelques fonds qui font des investissements de 100-200 millions, mais la fourchette entre 200-300 millions et 3 milliards n'était pas vraiment adressée en fait. Et c'est dans ce cadre-là que CDC Capital a été créé. Nous sommes aussi un capital patient, donc nous pouvons investir sur 10 voire même 12 ans, d'accord, alors que les autres fonds ont généralement une durée de vie de 5-6 ans dans les entreprises. Donc je pense que c'est un peu la particularité de CDC Capital. Notre ambition est vraiment d'aider à la création de champions nationaux. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent depuis plusieurs années, mais il est important d'aider ces entreprises-là pour qu'elles atteignent ce stade de champions nationaux. Et on ne peut pas créer de champions nationaux s'il n'y a pas de financement adapté qui sont mis à leur disposition. Donc c'est dans ce cadre en fait que CDC Capital a été créé pour accompagner ces entreprises sur le long terme et les aider à se développer. Nous n'apportons pas que de l'argent, nous apportons aussi un soutien stratégique et opérationnel. Donc mon ami Amadou va en parler tout à l'heure. La gouvernance est important pour développer une entreprise et c'est un peu ce soutien aussi que CDC Capital apporte. Donc en résumé, nous sommes un acteur qui vient compléter l'offre de financement qui existe sur le marché pour aider les entreprises ivoiriennes à se développer, à se pérenniser et devenir des champions nationaux demain et après-demain des champions régionaux et peut-être même des champions mondiaux. Merci Augustin, vous avez très bien résumé vous-même votre intervention et j'ai envie de dire, je pense qu'on va travailler ensemble parce que la commission de l'UEMOA a justement un programme qui s'appelle Tremplin Startup UEMOA. Et je pense que les lauréats, ce sont donc des startups, les lauréats en tout cas au titre de la Côte d'Ivoire pourraient venir donc verser des capitales. Tout à fait. Nous allons les accueillir avec les bras ouverts. C'est parfait. Donc je suis sûre qu'elles pourront bénéficier d'un bon accompagnement et de ce soutien stratégique dont vous parlez. Alors, je vais quand même vous poser une deuxième question relative au cœur même de notre panel, à savoir, selon vous, quel est l'impact du capital risque et du capital investissement dans l'économie? Je pense que le capital risque et le capital investissement sont au cœur du financement de l'économie. En réalité, on ne peut pas développer une économie sans capital investissement. Le capital investissement, comme j'ai dit tout à l'heure, adresse des gaps du marché. D'abord, le capital investissement permet d'améliorer l'accès au financement de toutes les entreprises. Les banques commerciales vous le diront, quand elles reçoivent des dossiers de financement, elles regardent le niveau de fonds propres d'une entreprise avant de voir la capacité à absorber de la dette de cette entreprise. Donc le ratio dette sur fonds propres est au cœur même de l'analyse financière. Et notre rôle, c'est de renforcer les fonds propres des entreprises pour qu'elles puissent avoir accès à plus de dettes. Donc notre rôle est vraiment d'améliorer l'accès au financement. Je pense que c'est l'un des premiers enjeux du capital investissement, c'est de dérisquer le financement des banques et de permettre aux entreprises d'avoir accès à plus de dettes.
Le second rôle du capital investissement dans le développement de l'économie, c'est le financement de l'innovation. Dans tous les pays du monde, dans tous les continents, les fonds d'investissement sont les précurseurs dans les financements de l'innovation. Tout ce qui aujourd'hui, on le voit, tout ce qui est fintech, tout ce qui est agritech, tout ce qui est financement moderne dans le domaine de la santé. Les fonds d'investissement sont des précurseurs. On l'a vu en Côte d'Ivoire, par exemple, avec une société comme Jamo, qui a eu des financements de fonds d'investissement de se développer. Donc, les fonds d'investissement permettent à ces nouvelles sociétés d'avoir accès au financement et de se développer. C'est aussi un des éléments importants du rôle des fonds d'investissement dans le développement de l'économie. Le troisième point qui est important, c'est les financements à long terme. Quand vous voyez la structure du portefeuille des banques commerciales, des acteurs financiers traditionnels, vous avez moins de 5% des financements qui sont à plus de 5 ans. Je dirais même entre 5 et 10% au maximum. Et quand on veut développer une économie, il faut des financements à long terme. Et les fonds d'investissement sont ce véhicule qui permettent souvent de financer ces projets à long terme. Je prends un exemple en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le domaine de l'infrastructure, le pont HKB, qui a aussi obtenu un financement de fonds d'investissement. Des compagnies dans l'électricité et dans l'eau, comme Edenov, par exemple, ont aussi bénéficié de fonds d'investissement. Donc tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est financement à long terme, les fonds d'investissement ont un rôle clé à jouer dans ce secteur. Enfin, le dernier point que je souhaiterais mentionner, c'est le financement de la transition énergétique. Vous savez que le développement durable, il y avait une session tout à l'heure sur l'ESG et aussi au cœur du développement économique. Mais le secteur financier traditionnel, des fois, hésite à financer ces actions de transition énergétique. Et les fonds d'investissement sont bien placés pour le financer parce que nous sommes prêts à prendre plus de risques et aider des entreprises qui veulent se lancer dans un programme de transition énergétique. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a BioEVA qui a bénéficié de financement de fonds d'investissement. Donc voilà, je pense que le rôle, c'est le thème de ce panel, mais les fonds d'investissement ont un rôle clé à jouer dans le développement économique, notamment l'accès au financement, le financement de l'innovation, le financement à long terme et le financement de la transition énergétique. Voilà. Très bien. Donc on retiendra ces 4 points. Donc financement de l'économie, innovation, investissement à long terme et transition énergétique. Selon vous, quelles sont vos perspectives sur l'avenir du capital risque et du capital investissement en Côte d'Ivoire et plus largement, on va dire, dans la zone UEMOA et en Afrique de l'Ouest? Je pense qu'il y a de très belles perspectives. En réalité, nous sommes dans des économies, quand on prend la zone UEMOA, qui ont des PIB par habitant entre $1 500 et $2 500 par habitant. Si on veut pouvoir doubler ces PIB par habitant dans un horizon de 10-20 ans, donc arriver à peut-être $4 000, voire $5 000 par habitant, il faut des financements à long terme. Donc il y aura un besoin de fonds d'investissement, il y aura un besoin de capitaux à long terme, et c'est là que les fonds d'investissement vont jouer leur rôle. Ça, c'est le premier point sur l'utilisation de ces fonds. Le second point sur la source de ces fonds, c'est que nous avons en Afrique de l'Ouest un dividende démographique. Les populations sont jeunes, donc nos caisses de retraite, nos fonds de pension vont bénéficier dans quelques années d'un afflux de capitaux. Et il faudra pouvoir mettre ces capitaux-là aussi à la disposition des fonds d'investissement pour qu'ils puissent investir localement. Quand un fonds d'investissement reçoit du capital, comme l'a dit Patrick, de l'étranger, la notion et la vision du risque est différente. Quand on reçoit de l'argent localement, l'appétit du risque est plus important et peut aller plus loin et peut prendre plus de risques. Donc je pense que non seulement il y aura des besoins de capital d'investissement, mais je pense qu'il y aura aussi des ressources. Donc l'équilibre demande et offre est bien positionné pour développer le capital d'investissement dans la zone UEMOA dans les 10-20 prochaines années. Merci Augustin. Donc merci de nous avoir amplement édifié, non seulement sur votre structure, son rôle, également sur l'impact économique de ces deux instruments, mais également donc, de nous avoir donné votre vision donc, de l'avenir avec donc, plus de fonds locaux, avec une vision différente du risque. Nous allons maintenant analyser notre problématique sous l'angle secteur privé, on va dire, avec le directeur général de la CIE Sodeci, donc Amadou. Le groupe CIE Sodeci est détenu donc, par un fonds d'investissement. Pouvez-vous nous dire comment la présence de ce fonds d'investissement au capital améliore la performance des sociétés et donc l'impact économique? Alors effectivement, donc, je pense qu'on a eu assez d'exemples de l'importance donc, de la mobilisation de ce financement. Donc moi je parlerai du complément, parce qu'on aime bien parler de smart capital
si on utilise un exercice de capital intelligent, une fois que l'argent est rentré dans la société, vous avez l'actionnaire, vous allez ensuite vivre avec cet actionnaire. Cet actionnaire il va faire partie de votre conseil d'administration et donc ça veut dire que les décisions importantes de la vie de l'entreprise seront prises avec cet actionnaire, selon qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Donc, avoir un fonds d'investissement assure une certaine sophistication, une certaine qualité dans la prise de décision. Parce que ce sont des investisseurs aguerris dont le métier est de faire fructifier les fonds propres qu'on leur a confiés. Ce qui veut dire donc qu'ils ont des équipes qualifiées, ils connaissent les problématiques. Donc lorsque vous abordez des questions stratégiques, ils apportent un input de leur expérience. Lorsque vous abordez des questions opérationnelles, de ressources humaines, des contentieux, vous avez quelqu'un qui connaît ces sujets-là et qui garantit une qualité de discussion. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez ce premier élément qui est participation à la prise de décision de qualité, vous avez un second élément, c'est la gouvernance, c'est-à-dire quels sont les organes à travers lesquels les décisions sont prises ou où je dirais l'activité des opérationnels, des équipes donc de direction est étudiée, revue pour pouvoir être challengée. Donc vous avez ce qu'on appelle les comités spécialisés. Donc en plus du conseil d'administration, vous avez des comités spécialisés, des comités d'audit, des comités de rémunération, on peut parfois avoir des comités stratégiques. Et grâce à ces comités-là, il y a un mécanisme donc de revue d'un certain nombre d'éléments pour s'assurer qu'ils sont conformes, compatibles à la vision qui a été donnée. Donc ça permet d'être challengé au niveau du management et donc encore une fois d'arriver à prendre en compte tous ces enjeux. Parce qu'aujourd'hui, quand on gère une entreprise, on a beaucoup d'enjeux dont il faut tenir compte. Et par exemple, quand vous avez des investisseurs donc de fonds qui viennent de différents pays, l'un des avantages, c'est que chacun apporte un input venant du pays d'où il vient. Et si on prend par exemple les problématiques ESG dont on parlait tout à l'heure, nous par exemple, on a certains investisseurs qui viennent du Canada, des États-Unis, d'autres qui viennent du Danemark notamment. On a également des investisseurs locaux et régionaux. Mais sur ces questions environnementales, sociétales et de gouvernance, l'exigence des investisseurs internationaux est beaucoup plus élevée parce qu'ils ont des cadres légaux qui sont beaucoup plus exigeants en matière de reporting, en matière donc d'obligation de suivi de certaines questions, notamment tout ce qui concerne la santé et sécurité au travail. Ces exigences-là, ils voulaient permettre de progresser sur le traitement de ces questions. Donc c'est vraiment autour de cet apport stratégique-là que je voudrais moi en tout cas me satisfaire de la présence de fonds d'investissement au capital, parce que c'est un vrai moteur de performance, d'exigence, et ça permet d'anticiper. Ça permet également d'avoir accès à des réseaux. Lorsque vous avez des problématiques, eh bien vous pouvez avoir accès soit à des experts ou à des partenaires. Ça permet aussi dans certaines négociations d'avoir plus de puissance, parce que ces investisseurs ont d'autres intérêts, et donc vous pouvez, quand vous interagissez avec un interlocuteur, c'est pas que votre seule société et le flux d'affaires de votre société. Si le fonds d'investissement il a également d'autres intérêts qui interagissent avec ce partenaire, le partenaire il n'a pas un interlocuteur qui correspond à un flux d'affaires de 100 millions, mais c'est peut-être 500 millions de flux d'affaires, qui fait que le partenaire en face, dans la discussion, le fait d'avoir le fonds qui est également présent sur d'autres lignes d'activité, ça vous donne plus de puissance dans la négociation. Donc voilà quelques exemples d'éléments qui nous permettent vraiment d'être plus impactants, de mieux gérer les risques et d'anticiper sur les nouveaux enjeux et de pouvoir être plus performants dans nos activités. Très bien, donc si je comprends bien, il y a un rôle catalyseur pour la réalisation des objectifs environnementaux et sociaux, donc avec l'intégration de ces questions-là, mais également ça permet d'améliorer la qualité des décisions, la qualité de la gestion et l'accès aux divers réseaux. Je vois également qu'il y a la création de divers comités qui permet une meilleure gouvernance. Très bien. J'ai envie de vous poser une seconde question qui est dans votre domaine, dans votre secteur, donc le secteur des structures dont vous avez la responsabilité. Comment les investissements en private equity et capital venture peuvent-ils soutenir les initiatives de modernisation et d'expansion de l'électricité et de l'approvisionnement en eau au niveau de la Côte d'Ivoire? Alors il y a deux manières différentes. Donc la première, c'est l'investissement. Si on prend le groupe Eranov, donc qui détient CSO-DECI, aujourd'hui nous sommes présents donc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Bénin, et nous avons mobilisé, investi plus de 600 milliards de francs CFA.
Donc ça, c'est un investissement qui génère donc donc à la fois des retours et qui, en plus de ça, a contribué donc aux infrastructures donc de production d'énergie dans nos différents pays dans des proportions quand même assez significatives. Nous avons également des projets, donc en plus de ce qui est déjà investi, aujourd'hui le pipeline de projets sur lequel travaillent les équipes de développement du groupe représente près donc, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. Donc demain, une fois que ces projets seront signés avec les États, on aura mobilisé en complément de l'equity qui est déployé par le groupe, enfin du capital qui est déployé par le groupe, de la dette, mais c'est parce que vous avez un acteur avec un bon financement que les bailleurs viennent pour prêter de la dette. Donc c'est des investissements. Alors on ne fera pas dans les 3 ans la totalité, puisque ce sont des projets longs, tous les projets n'aboutissent pas, donc c'est une proportion de ça, mais ce seront des fonds propres qui seront déployés, et donc plus d'usines de production d'eau, plus d'unités de production d'énergie, donc qui seront mis sur le réseau et qui permettront de développer l'accès. Donc ça c'est le premier axe, renforcer les infrastructures donc, dans les pays. Et ça c'est nous en tant qu'Iranov. Mais si on prend nos actionnaires, ils ont eux-mêmes des capacités de déploiement donc, assez importantes dans la sous-région en termes d'infrastructures, pour certaines dans l'eau et l'électricité également dans d'autres pays, mais sur d'autres éléments d'infrastructure. Donc le premier, c'est l'investissement direct. Le second élément, c'est le financement des startups. Il faut savoir que dans le cas de certains de nos métiers, nous avons beaucoup d'enjeux de digitalisation. Nous gérons des flux très importants. Aujourd'hui, nous avons 6 millions de clients dans l'eau et dans l'électricité. Ces clients, ils ont besoin de pouvoir payer leurs transactions. Ils ont besoin d'interagir avec nous à travers des outils digitaux qui font des gains de productivité par rapport à l'interaction dans les agences. Et nous avons également nos propres process internes sur lesquels nous avons des enjeux d'améliorer l'efficacité de nos systèmes. Et pour ça, il faut de l'innovation. Donc, bien sûr, vu notre taille, on a un niveau d'exigence et on travaille avec des partenaires qui ont eux-mêmes un certain niveau d'exigence. Donc, dans le choix des solutions, nous avons bien sûr des sociétés de premier plan que nous utilisons, mais nous avons également une ouverture à utiliser des solutions provenant de start-up. Mais, vu la taille de l'activité, il faut que nous ayons de la visibilité sur le fait que cette start-up sera là dans 6 mois, sera là dans 1 an, et qu'elle n'est pas à 3 mois du dépôt de bilan. Donc, mécaniquement, le fait d'avoir des fonds de venture capital qui viennent accompagner, renforcer les fonds propres de ces sociétés est un facteur positif pour nous, parce que ça peut nous encourager à travailler avec ces sociétés, parce qu'on va se dire, bon, ok, elles ont une technologie qui a l'air intéressante, mais en plus, elles ont de quoi soutenir ce développement-là. Et parfois, vous avez des startups qui ont de bonnes idées, mais pour passer en live, donc d'un point de vue industriel, vous avez plein d'autres choses qu'il faut faire au-delà de la première idée. Il faut gérer les enjeux de cybersécurité, il faut gérer les enjeux de passage à la taille, au sens de l'infrastructure technique, pour que demain, nous, par exemple, si on prend les paiements mobiles, on a des dizaines de millions de transactions. Si vous mettez quelqu'un et que, au bout de 200 000 transactions, la plateforme crash, vous avez un problème. Donc vous devez vous assurer qu'ils ont les moyens de pouvoir, au-delà du prototype qu'ils vous ont présenté, qui marche avec 10 utilisateurs, si demain il y en a 1 million ou 500 000, qu'ils ont pu financer. Donc voilà, les deux aspects, l'investissement direct et le financement des innovations digitales que nous sommes prêts à utiliser dans le cadre de notre sous-traitance. Très bien. Merci beaucoup Amadou d'avoir partagé avec nous votre brillante expérience en la matière dans votre secteur. Nous notons bien donc à travers ces 3 interventions que le capital risque et le capital investissement jouent un rôle crucial, comme je l'ai dit, au niveau de l'économie, donc en stimulant l'innovation, en favorisant la croissance des entreprises, en créant des emplois. On a mis en avant le fait que ces formes de financement permettent aux jeunes entreprises de bénéficier de ressources financières, de conseils stratégiques pour se développer rapidement. Certains risques ont été quand même évoqués et les effets possibles donc, sur la stabilité du marché financier. Je voudrais remercier très sincèrement, parce que je sais qu'on est contraint par le temps, donc les différents intervenants pour la qualité et la richesse de leur contenu. J'ai moi-même personnellement beaucoup appris grâce à vous 3. Je voudrais, si vous le permettez, poser... on va dire donner le micro au public pour voir si vous avez, on va dire 2 ou 3 questions maximum.
Je sais qu'on est un peu pris par le temps, donc Monsieur Aipo, est-ce qu'on pourrait donner la possibilité au public de poser, on va dire, 2 questions. On s'est déjà mis d'accord sur ça. C'est ça. Merci. Merci. Donc on va demander aux personnes qui souhaitent intervenir d'être concis et d'aller droit au but. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, madame. D'accord. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Dr Valérie Ndananan. Je suis enseignante-chercheur et directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique qui accompagne des startups technologiques en Côte d'Ivoire. Fondation créée par le ministère en charge de l'économie numérique au départ, de la transition numérique aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a eu beaucoup de panels qui nous ont édifiés. J'aimerais poser la question suivante. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, messieurs, dans notre écosystème aujourd'hui pour pouvoir financer des startups dont la majorité ont des besoins de financement compris entre 50 et 250 millions de francs CFA? C'est une partie, une portion de la chaîne de financement qui reste toujours vide aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci. Très bien. Merci à vous, madame. On va prendre tout de suite la deuxième question et comme ça on va permettre à ces messieurs de répondre. Y a-t-il une deuxième question? Non. Bon, donc c'est parfait. Messieurs, on commence par vous. Oui, merci beaucoup pour l'excellente question. Je pense qu'il ne manque rien en réalité. Il ne manque rien en réalité. Je pense qu'il y a un besoin d'avoir développé l'épargne locale, d'accord, qui est plus de fonds domestiques qui adressent ce segment-là, d'accord. Il y a aussi besoin de plus d'éducation financière. Moi, je dirige un fonds d'investissement et souvent, on pense qu'il y a un problème d'offre de financement. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il y a un souci de demande de financement, c'est-à-dire que les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat local ont besoin de financement, mais préfèrent prendre de la dette que d'ouvrir leur capital. Donc je pense que les besoins sont des deux côtés, aussi bien du côté de l'offre de financement, ce qui va être réglé par la mobilisation de l'épargne locale, parce que si l'épargne est locale, on peut plus facilement, avec des business angels ou des compagnies d'assurance locales, mettre 50, 100 millions, que si l'argent vient de Paris, de Londres ou de Johannesburg pour 50 ou 100 millions. Donc je pense qu'au niveau de l'offre, c'est mobiliser l'épargne locale. Et comme je disais tout à l'heure, le dividende démographique que nous avons dans notre région va nous le permettre dans les années qui viennent. Mais il y a aussi un besoin, un souci au niveau de la demande. C'est-à-dire que tous ces entrepreneurs, toutes ces startups ont souvent besoin de financement, mais il y a un problème d'éducation financière. Elles ne savent pas accueillir les fonds propres. Donc je pense qu'il y a aussi ce souci d'éducation financière à développer, et dès le plus jeune âge, hein, dès le collège, dès le lycée, dès l'université. Parce que contrairement aux pays anglo-saxons, on a des diplômés qui arrivent, qui sont diplômés, qui ont 25, 30 ans, mais qui n'ont pas eu d'éducation financière. Et même si la personne a une idée brillante à développer une entreprise, le manque d'éducation financière fait qu'elle ne sait pas vraiment comment ouvrir son capital ou comment structurer sa demande de financement. Donc je pense que si on commence dès maintenant avec ce forum ou d'autres forums ou d'autres plateformes à avoir cette discussion sur le rôle des fonds d'investissement, sur le rôle des business angels, ça pourra aider à régler ce problème. Je vais compléter, moi, donc je rappeler une de mes casquettes. J'ai commencé ma carrière dans un fonds de capital risque en Californie. Donc c'est un sujet que j'ai pu observer de ce côté. Ce que j'ai pu constater là-bas, qui est un environnement, donc à un niveau de sophistication beaucoup plus élevé sur ces questions, c'est qu'en fait c'est un processus. Ça veut dire que vous avez les fonds d'amorçage, enfin l'amorçage, donc le site, avec un écosystème qui marche assez bien, qui finance les premières réflexions assez rapidement. Ensuite, vous avez ceux qui sont aux séries A, enfin, séries, on parle de séries de financement, l'étape A, B, C, et puis ensuite les marchés financiers. Donc, le processus est tellement rodé à ce niveau que dès qu'une société arrive, il y a des acteurs habitués à traiter cette société à son niveau de maturité. Ils savent qu'eux, ils vont accompagner la société à l'étape 1 et 2, et qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais à l'étape d'après, et qu'à la fin, ça va amener jusqu'à l'IPO, à la liquidité.
et le circuit va recommencer pour financer d'autres sociétés. Donc c'est vrai que les environnements les plus matures ont su découper ces étapes. Je pense qu'une partie de la difficulté ici, c'est que vous avez le début. Quelqu'un vient vous voir, il a son idée de start-up, il faut mettre 30 millions, il faut mettre tant de millions. Comme il dit, les gens vont vouloir, mais qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas quelle va être l'étape d'après. Et donc, plus on va avoir des acteurs comme la CDC qui vont permettre à la société, après avoir pris les 100, 200 millions, le jour où il faut mettre 1 milliard, ceux qui peuvent aider à mettre 100 millions, 1 milliard, ils ne peuvent pas forcément aider. Mais si on sait qu'en mettant les 100 millions, demain, il y a quelqu'un qui va mettre le milliard, accompagner la société jusqu'au stade où demain, elle va gagner suffisamment d'argent pour que votre argent, vous récupériez, ça va mettre en confiance. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que pour l'instant, vous venez et puis vous ne savez pas ce qui se passe après. Et puis la deuxième, comme on a dit, il faut aussi que les entrepreneurs apprennent à rassurer. Parce qu'on entend tous tellement de choses lorsqu'on investit en minoritaire dans une société, sur la gestion et d'autres. Donc c'est là aussi où ceux qui veulent promouvoir doivent trouver les moyens de rassurer ceux qui vont mettre leur argent, qui vont accompagner les entrepreneurs et qu'on ne met pas de l'argent qui va après disparaître parce que la gestion ne la contrôle pas ou l'entrepreneur est insaisissable. Donc voilà moi un peu les deux éléments, c'est qu'il faut qu'il y ait une chaîne, enfin en tout cas dans un environnement à haute valeur ajoutée que j'ai vu, c'était une chaîne très industrielle, chacun connaît son rôle, tu rentres dans un guichet et ça enchaîne. Et le deuxième élément c'est rassurer, parce que quand vous investissez dans une société, on entend tous, ou on a tous des expériences parfois pas très heureuses, donc ça ne motive pas forcément à prendre autant de risques, parce qu'au début de la carrière de ces sociétés, c'est très risqué. Merci. Patrick, on va vous demander si vous avez un mot de la fin. Oui, je crois que c'est intéressant. Et quand on regarde la population africaine, la plupart en tout cas, en termes de tranches d'âge, il y a beaucoup de jeunes. Et il est important de mettre en place des systèmes vraiment innovants pour arriver à valoriser à long terme le travail des jeunes. Et la question que Madame a posée, elle est vraiment très pertinente. Au-delà des renforcements des écosystèmes qu'on peut mettre en place, l'éducation financière, comme ça a été dit, les systèmes de garantie, de risquer les crédits des start-up des jeunes, mais il faut vraiment mettre en place un processus, effectivement, comme on l'avait dit, comme on voit partout ailleurs, où on sait d'où on entre et là on va sortir. Et les marchés restent quand même très dynamiques. Et au niveau des institutions financières, la concurrence, oui, elle sera toujours là. Mais les entreprises naissent, grandissent, et il faut suivre aussi ces rythmes-là. Surtout quand on parle des investissements au niveau des jeunes, c'est vraiment dans la durée que l'impact va se faire beaucoup plus sentir. Et il y a aussi la gestion des ambitions au niveau des jeunes. Les jeunes, quand l'entreprise commence à prendre, automatiquement, on commence à rêver grand. Et la gestion des ambitions doit être aussi un élément majeur pour voir l'émergence des entreprises créées, gérées par des jeunes. Et moi, je dis toujours aux gens, voilà, moi, à 25 ans, on m'avait déjà confié les départements de crédit d'une banque. Et il faut aller mollo, et jusqu'à ce que tu vas atteindre la sommité. Mais si on confond la vitesse à la précipitation, effectivement, on va connaître un accident. Merci. C'est sûr. Merci beaucoup, Patrick. Alors, messieurs, je vais vous demander également si vous avez un mot de fin. On va commencer par DG Bakayoko, puis ensuite Augustin. Et moi, je dois féliciter les organisateurs. Et puis, on parle de risque, c'est ça. Ils ont le risque de lancer un nouveau concept. Donc, la première édition, la salle n'est pas pleine, mais on leur souhaite que les éditions prochaines, la salle soit prête. C'est ça, le risque. On ne peut pas gagner sans prendre de risque. Donc, bravo aux organisateurs. Je pense que je vais répéter aussi ce qu'Amado vient de dire. Félicitations aux organisateurs. Et aussi, je pense que l'avenir du private equity est prometteur et brillant dans nos pays. Comme je dis, je répète souvent, il y a ce dividende démographique. Nos économies sont en croissance. Nos pays sont jeunes. Donc, il y aura forcément plus de fonds locaux. D'accord. Nous, à CDC Capital, nous avons aussi un rôle de fonds de fonds.
Donc nous encourageons des gestionnaires de fonds qui veulent créer leurs fonds à se lancer. Nous pouvons les accompagner. Et je pense que c'est un métier qui est déjà très intéressant et qui a un rôle essentiel dans le développement de l'économie. Voilà. Merci. Merci à vous, messieurs. Je pense qu'on est au terme de cette session. On va quand même remercier donc, les intervenants, remercier Madame pour sa question qui a permis d'étayer encore plus nos propos. Je pense que la session a été très riche en enseignements. On peut sans nul doute dire que ces deux instruments, ces deux mécanismes ont un rôle vital dans la dynamisation de l'économie et leur contribution dans notre développement économique est sans contexte. Je vais quand même dire qu'au niveau de l'UEMOA, on a pris conscience et on travaille déjà à outiller les différents acteurs donc dans le cadre de la mise en place d'une stratégie pour veiller à une collaboration étroite entre le public et le privé pour maximiser les retombées positives donc, du capital risque et du capital investissement tout en minimisant les risques potentiels. Voilà, on arrive au terme. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne rupture de jeûne et encore merci aux organisateurs.